Les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. Avec mes mots, résumé de ce qui se passe. Wagner accuse, il accuse pas Poutine, il accuse le ministère de la Défense d'attaquer des positions où sont positionnés les soldats de Wagner. Donc Wagner, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une organisation paramilitaire qui sert la Russie en quelque sorte dans les pays comme l'Afrique, comme les pays comme l'Ukraine, où évidemment ils vont capturer des villages pour les intérêts de la Russie, t'as capté? Et là, ce qui se passe, c'est que le big boss de Wagner se retourne contre le ministère de la Défense et non pas Poutine. Parce que lui, je pense qu'il soutient encore Poutine, mais pas le ministère de la Défense. Donc ce qui se passe, c'est qu'il veut aller capturer les ministres qui sont accusés d'attaquer les positions de Wagner directement à Moscou et à Rostov. Rostov sur le Don. Je crois que la ville, elle s'appelle comme ça. Rostov sur le Don, exactement. C'est là, les gars. Rostov sur le Don. Wesh, y'a un dinosaure, what the fuck. Y'a un dinosaure. Et du coup, là, j'ai vu que les troupes de Wagner sont à quelques kilomètres de Moscou. Il y a une centaine de kilomètres. Ils ont commencé à détruire des routes, détruire des trucs pour empêcher la progression de Wagner. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et du coup, stream spécial. Stream spécial sur ce qui se passe en Russie, t'as capté? Donc on va écouter déjà Sergueï. Ah ouais, Sergueï, il est là, hein. Sergueï, il est là. Est-ce qu'il a parlé avant ou pas? Sergueï, il a pas encore parlé? Non, il a pas encore parlé. Attends, je vais écouter le passage de Sergueï quand même, c'est important. J'ai un truc à faire dans 23 minutes, les mecs. Je dois récupérer mes fringues. Je dois récupérer mes fringues dans 23 minutes à la laverie. Donc je vais vous laisser avec ça en fond. Ça va me prendre 5 minutes à peu près. 5 minutes. Wesh, Dofla, c'est des Tchad, mais j'ai pas capté, il remonte jusqu'à Moscou actuellement. Ouais. Ils vont aller jusqu'à Moscou, donc là, Moscou est en état d'alerte. À ce qui paraît, il y avait des avions présidentiels où peut-être Poutine est parti à Saint-Pétersbourg. On ne sait pas si Poutine il est parti à Saint-Pétersbourg, on ne sait pas. Mais il y a eu des mouvements au niveau de la diplomatie russe, quoi. C'est le bordel quand même, hein. 5, 6 heures, 7 heures. Dans la nuit, il peut se passer beaucoup de choses. En tout cas, Moscou se prépare et Poutine, évidemment, prendra tous les moyens pour empêcher cette rébellion de devenir un coup d'État, parce que s'il laisse faire, eh bien, il perdra le pouvoir et peut-être la vie. Monsieur Girnov, quel regard vous portez sur cette tentative de coup d'État? Déjà, il faudra voir que c'est Poutine lui-même qui l'a préparé, en quelque sorte. Parce qu'il a laissé, d'abord, c'est sa créature, Wagner, avec les Prigogine, c'est la créature de Poutine. Wagner, c'est le cuisinier de Kremlin. C'est quelqu'un chez qui Poutine dînait avec les chefs d'État à Saint-Pétersbourg, à qui on a octroyé les contrats et on lui a donné la possibilité de gagner des milliards. On parle entre 15 et 20 milliards en Afrique, et donc de faire de la politique. Donc là, vous voyez la progression. Hein. La progression, là, c'est les positions. Voilà. Prigogine. Mais son blast, c'est trop dur à dire. Le big boss, voilà, on va l'appeler le big boss de Wagner, est en train de progresser, donc il est passé à Rostov avant, et ensuite il est en train de remonter vers la capitale russe, et on voit les petites villes qui ont été prises par Wagner. Ils sont au moins entre 30 et 40 000 les mecs, hein. Entre 30 et 40 000, c'est le bordel. Non, c'est trop une dinguerie. Les gars, franchement, les mecs. Si on pouvait mettre une pièce sur le fait que Wagner se retourne contre la Russie, jamais personne n'aurait misé sur ça. C'est un scénario inattendu, wesh. Non, c'est trop une dinguerie. Et là, l'Ukraine, les États-Unis et l'Union Européenne, ils sont en train d'observer en mode, oh là là, ils sont en train de se taper dessus, let's go. Eh, les gars, c'est trop une dinguerie, wesh. Il y a des gens qui pensent que le FBI, la CIA, les États-Unis sont derrière tout ça. Mais quand tu vois que Wagner, ils ont fait des exécutions de soldats ukrainiens filmées sur Telegram, ils ont découpé des têtes, balles dans la tête, exécutions sommaires, etc. Tu te dis que quand même, on sait pas vraiment si la CIA, ils sont derrière tout ça. Hein. Mais c'est un plot twist de zinzin, frère, de zinzin le plot twist. Oh là là étrangère de l'État russe, sans toutefois assumer cette campagne. Monsieur Girnov, est-ce que vous réalisez, je vous pose un peu toutes et tous la question, mais que
il y a des véhicules militaires qui sont en route pour Moscou. Rien que le fait de faire cette phrase, je ne veux pas dire de bêtises, mais la dernière fois qu'il y a des véhicules militaires... Bah voilà, 1941. Et il n'était pas russe. Il n'était pas russe. Historiquement, on peut parler aussi du putsch du mois d'août 1991 et du putsch du mois d'octobre 93. Il y a eu deux putschs où Yeltsin, avec les chars, tirait quand même sur le Parlement de Russie. Donc, en fait, Moscou a tout vu. Moscou ne croit pas aux larmes. Vous vous souvenez de ce merveilleux film. Et donc, on va voir, Moscou, en fait, n'est pas émotive. La ville elle-même, elle va regarder, ils ont acheté beaucoup de pop-corn, les Russes à Moscou, ils attendent en fait Prigojine parce qu'ils sont pas concernés. Vous avez vu les scènes sidérantes ce matin à Rostov ? Il y avait les gens qui se positionnaient avec les fusils à lunettes et il y avait les habitants de Rostov qui étaient là avec les selfies en train de les regarder. Et on a aussi vu des gens partir. Ouais, j'ai vu, il y avait une meuf. Il y a une meuf avec son chien. Elle s'est positionnée en mode selfie à côté d'un tank. Sa mère, elle a pris sa meilleure photo. Eh les gars, moi je suis un bandeur de guerre dans le sens où j'aurais fait des photos de malades pour mon Instagram et tout. Grand black à côté d'un tank, à côté d'un petit tank et tout, selfie, ya. Non, c'est une dinguerie, wesh. Courant, on a aussi vu des gens s'entasser sur les gares. Un peu plus tard. Ouais. Oui, non, il y a des inquiétudes dans la population, c'est certain, surtout qu'ils sont en train d'apprendre des choses qui leur étaient complètement cachées jusque-là. Il ne faut pas oublier que la propagande continue à leur faire croire que tout se passe bien en Ukraine, que le régime de Poutine est un régime fort, qui maîtrise et contrôle la situation, sauf que Prigojine a révélé des choses que la grande partie de la population russe ne savait pas, qu'il a même osé dire que l'invasion de l'Ukraine n'était qu'un prétexte, que la menace de l'extérieur était fictive. Donc ils sont en train quand même d'apprendre des nouvelles choses et il y a une inquiétude croissante. Et en plus, je voudrais quand même aussi préciser qu'il n'y a pas d'instruction claire pour les Russes aujourd'hui de se mettre à l'abri ou quoi que ce soit. Il y en a de plus en plus. Alors le maire de Moscou, localement, à chaque fois, le maire de Moscou ce soir en donne. À Moscou, les gouverneurs des différents oblasts commencent à dire aux gens de ne pas se déplacer. Mais encore une fois, ça montre à quel point il n'y a aucune considération pour la vie humaine, que ce soit du régime poutinien ou de Prigojine. Et là, le danger est vraiment là, parce qu'il y a un risque de... Les combattants de Wagner ne se rendront pas. Ah ouais, il est déter, hein. Ce mec-là est déter. Il y a eu un mandat d'arrêt international sur le big boss de Wagner, donc établi par la CIA, FBI et l'Union européenne. Et je crois que la Russie a lancé une enquête sur la milice paramilitaire. Ça, c'est ouf, hein. C'est l'homme à abattre, hein. C'est l'homme à abattre, Starfoula. Aïe. De victimes civiles. Il y a un KFC. Ouais, il y a un KFC. Ce qui est sûr, c'est que la France prend les choses très au sérieux, puisque le Quai d'Orsay, à l'instant, déconseille formellement aux Français tout déplacement en Russie. Donc la diplomatie française dit à ses ressortissants, vous restez là où vous êtes, vous ne vous déplacez plus. On rappelle qu'on ne pouvait plus quitter la Russie aussi simplement et que de toute façon tout mouvement était difficile. Mais c'est aussi une manière, Sylvie, dans un langage diplomatique, de raconter qu'on prend ça au sérieux. Ah bah le président de la République, le président de la République l'a dit clairement qu'il suivait de près cette situation. C'est vrai que c'est assez inquiétant. La Russie de Poutine, c'était la... Mais les soldats sont là avec les trottinettes et tout au milieu de civils. Mais putain les gars, c'est tellement inattendu. La Lettonie a annoncé renforcer la sécurité à ses frontières et de ne plus laisser entrer les Russes sur son territoire. C'est une dinguerie, ce twist de malade. Les gars, vous vous rendez compte qu'il y aura un avant et un après. Vraiment là, le 23 juin, il y aura un avant-après, quoi. C'est une folie, hein. C'est ça qui avait fait sa popularité auprès de la population. Ouais, mon gars. Et là, effectivement, c'est le génie qui est sorti de la bouteille. Et aujourd'hui, des choses sidérantes se passent. Et je voulais rappeler une citation de Churchill qui disait que la Russie est un rébus enveloppé de mystère au sein d'une énigme. Et effectivement, on est dans une situation qui paraît totalement sidérante. En fait, c'est un avant-après. Il y avait des mecs... Alors, je sais pas si vous connaissez Lozint. Attendez, je vous l'écris comme ça, les mecs. Vous connaissez Lozint ou pas, les mecs? C'est un bail de renseignements, des trucs sur Twitter, etc. Des espions. Je sais pas si on peut dire des espions. Genre, il y a des espions
qui font de l'OSINT, qui ont décrit une scène, genre les 20 000 soldats de Wagner qui vont affronter les soldats russes, qui eux aussi vont affronter les soldats ukrainiens, mais aussi la Tchétchénie qui va se mêler à cette rébellion de Wagner, où les Tchétchènes vont affronter aussi la milice de Prigojine, c'est pas quoi. Frère, c'est une dinguerie. Non, c'est pas des espions, mais c'est difficile à décrire de l'OSINT. L'OSINT, c'est tout ce qui est renseignement et tout, mais c'est des échanges d'informations au sein même d'une communauté. C'est du renseignement d'origine source ouverte, voilà, c'est ça. C'est difficile. Espions. Je sais pas si on peut dire que c'est des espions. Mais les mecs, ça va péter, hein. Il y aura 4 armées. Il y a potentiellement 4 armées qui vont se mêler sur la gueule, là. Putain! Dans un grand pays comme la Russie, avec ce qu'on appelait la verticale du pouvoir. Des lanceurs d'alerte, ouais, des lanceurs d'alerte, on peut dire ça. Ouais. Poutine ne contrôle plus les choses. Il l'a fait à un moment. Il a toujours aimé, en fait, exercer un arbitrage entre les bad guys. Et il utilisait Prigojine, comme il utilisait le FSB ou d'autres. Et finalement, tout remontait à lui. Il y avait entre les différents siloviki, c'est-à-dire les structures de force, des querelles. Mais lui conservait clairement le pouvoir. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Maintenant, bon, savoir ce que Prigojine cherche exactement, c'est difficile. Il y a une 5e armée avec Loukachenko. Je sais pas si les Biélorusses ils vont se mêler à ça, parce qu'il a fait une je sais pas si c'est lui ou si c'est la diplomatie biélorusse qui a parlé, mais en gros il avait dit que il soutiendra la Russie quoi qu'il arrive et demande à Wagner de déposer les armes. Mais est-ce que ça veut dire indirectement que l'armée biélorusse peut intervenir ou pas dans cette bataille? Je ne pense pas, les mecs. Hein. Ça se trouve, pour moi le big boss de Wagner, ses heures sont comptées. Hein. À tout moment, il peut se prendre une balle dans la tête, mon gars. Hein. C'est chaud quand même. Hein. Difficile à dire. J'ai entendu qu'on se posait la question sur chaud, hein. La raison de son animosité vis-à-vis de l'armée. Indépendamment de ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, il y a un contentieux qui remonte à beaucoup plus loin et à la guerre en Syrie. Parce qu'il y avait beaucoup de contacts entre les militaires américains et les militaires russes. Et quand ils frappaient en Syrie, ils informaient Gerasimov, Shoigu, et puis à un niveau moins important. Et un jour, 150 ou 200 Wagner ont été tués parce qu'en réalité, l'armée russe ne les avait pas prévenus. Et donc, il y a un contentieux aussi qui remonte à cette période, d'où cette haine qui paraît très surprenante. Quand on regarde les principaux acteurs de cette histoire incroyable que nous regardons s'écrire là sous nos yeux, et vous avez raison de le rappeler, Sylvie, il y a maintenant Poutine face à Prigojine, 2 hommes qui étaient ensemble, le deuxième toujours 2 pas derrière le premier durant des dizaines d'années. Mais c'est un déplacement de l'histoire parce que, vous le rappelez justement une nouvelle fois, Prigojine n'en voulait pas à Poutine, il en voulait lui à Shoigu, voilà, à Gerasimov. Il y a eu ce déplacement. Donc là, les 2 blasts qu'il a cités, là, Shoigu, je sais pas quoi, comme je le répète tout à l'heure, le big boss de Wagner a un problème avec le ministère de la Défense et non avec Poutine. C'est pas la même chose. Mais Poutine, qui soutient son ministère, a un problème avec le big boss de Wagner. Vous comprenez, les mecs? C'est trop compliqué. Mais qu'est-ce qu'on graille? C'est le bordel, les mecs, c'est le bordel. Et donc ces 2 hommes aujourd'hui se regardent face à face dans ce qui pourrait sembler être un duel à la mort. Alors, c'est une folie, qu'on prenne le temps tout de même de s'intéresser à l'aspect militaire et à ce qui pourrait se passer dans les heures qui viennent, parce que c'est là que tout va se jouer. On est aussi avec le général Olivier Kempf. Bonjour, général. Alors, nous étions ensemble à la mi-journée et nous regardions comment les choses étaient en train d'évoluer. Donc, il y a, général, ces mouvements donc, toujours vers Moscou. Et je voudrais vous montrer une autre image. J'espère que vous allez pouvoir la voir depuis chez vous. Les troupes de Kadyrov affirment, elles aussi, être en route. Ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les Tchétchènes sont en route. Les Tchétchènes sont en route. Aïe, 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 ça va péter, ça va péter. Oh, d'arriver, on voit cette colonne. Oh là là. Moi qui suis profane en matière militaire, me semble assez importante, impressionnante. Ça vous évoque quoi, vous, général? Putain. Alors, Kadyrov... Ah, de quel côté? Kadyrov, c'est un... Alors... On le voit écrit, Kadyrov c'est un soutien de Poutine, hein. Vraiment lui, c'est Poutine qui l'a placé quand il y avait la guerre en Tchétchénie, quand il y avait ce soulèvement de la population, et Poutine, il y a des années de ça, a placé Kadyrov
à l'intérieur même de cette région de Russie. Il est est pro-Poutine, Kadyrov. Vous inquiétez pas, les mecs. Des coups de pub sans beaucoup d'effets sur le terrain. Je veux dire, donc, alors s'il y en a un dont il faut. Wesh, le convoi de fou! Une déclaration duquel il faut se méfier, c'est bien Kadyrov. Pour revenir à votre première question, nous avons une colonne qui fait 150 véhicules, quelques blindés dedans, quelques chars. Je vais prendre une canette, les mecs, j'arrive. Une petite canette. L'ensemble, c'est finalement la valeur d'un régiment, c'est-à-dire de 1000 hommes. Est-ce que en soi, ça peut, en termes de rapport de force, s'opposer directement à l'ensemble des forces qui sont autour de Moscou, qui sont à la disposition de Poutine, si celle-ci obéissait à Poutine? On est en détente. Je pense que l'objectif de Prigojine, c'est d'essayer finalement de surprendre, d'essayer d'installer le doute, la fébrilité. Cela étant, pour l'instant, on voit que l'ensemble des élites du pouvoir, l'ensemble des gouverneurs de région, l'ensemble des parlementaires sont en train de s'aligner derrière Poutine, qui a lui-même déclaré, parler de Prigojine comme un traître. Je veux dire, le mot traître a été utilisé ce matin, c'est-à-dire que aujourd'hui, on voit difficilement comment ça pourrait finir de façon aimable et négociée. Et voilà. Il a arrêté sa phrase nette, le mec. Jérôme, que se posent les gens qui nous regardent. Pourquoi est-ce que Poutine ne détruit pas ce convoi? Est-ce que c'est il en est incapable militairement, il n'en a pas les moyens? C'est une question qui se pose, parce que pour détruire un tel convoi, il faut des moyens militaires conséquents. C'est pas en envoyant des véhicules de police. Il faut engager le combat. Et engager le combat, alors bien sûr, avec des images qui seront désastreuses. Quand je dis ce convoi, je ne parle pas de celui-là. Celui-là, c'est les Kadyrov, c'est ses alliés. Bien sûr. Je parle des 150 véhicules qui se déplacent vers Moscou. Ça veut dire engager le combat face à des gens qui sont très déterminés. Wagner... Mais la soirée, elle va être longue, les gars. Je sais pas si tout va péter d'ici 22h, 23h, parce que peut-être que je ne serai plus en stream. Mais... peut-être que demain, je vais relancer pour en parler. Hein. Il y aura la suite des choses, les mecs. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Et les forces de sécurité qui assurent du maintien de l'ordre, qui ont fait des répressions très violentes au début de la guerre, souvenez-vous, contre les opposants, est-ce que face à ces véhicules arrivant à grande vitesse, est-ce ils auront le courage de les affronter? C'est une vraie question. Est-ce que mais c'est forcément une confrontation physique d'homme à homme, pied à pied. Oui, c'est ça Wagner ne se laissera pas faire. Et c'est pas parce qu'on met 3 voitures de police avec des gyrophares, le policier russe, je suis pas sûr qu'il soit prêt à sacrifier sa vie pour défendre Poutine. Poutine a quand même dit, si les hommes de Wagner déposent les armes, ils seront amnistiés. Donc il y a une marge de négociation. De son côté, Prigojine demande à rencontrer le ministre de la Défense et le commandant de l'opération spéciale en Ukraine. Donc il y a... qu'il déteste absolument. Oui, mais il y a quand même une voie de sortie possible, sauf que lorsque Poutine s'est exprimé, Prigojine lui a répondu vous avez tort, je suis un patriote et c'est moi qui suis dans le bon droit. Donc on voit bien qu'on est dans une confrontation quasiment inévitable, et plus le temps passe, plus les hommes de Wagner approchent de Moscou, plus on risque un affrontement qui risque de tourner très mal. C'est-à-dire que ça veut dire potentiellement des centaines de morts aux portes de Moscou, une bataille rangée dans les rues de la capitale éventuellement. Si les hommes de Kadyrov, les Tchétchènes, se mêlent de cette confrontation, ça va être sanglant. Et ça veut dire qu'on est dans une Russie en plein chaos. Et comme le disait Sylvie Berman, jusqu'à présent, Poutine, avec tous ses défauts, avait une grande qualité. Il avait maintenu la puissance nucléaire russe dans une forme d'ordre et de verticale du pouvoir qui était rassurante pour les Occidentaux. Si demain, le chaos règne en Russie, que vont devenir les armes nucléaires? Que va devenir l'armée russe? Que va devenir l'opération spéciale en Ukraine? Autant de questions qui, évidemment, inquiètent beaucoup les dirigeants occidentaux. Monsieur Jarnov. Il faudra comprendre aussi que Wagner, c'est une société privée aguerris. Face à eux, vous avez des policiers, vous avez parfaitement raison, les policiers ne sont pas faits pour se battre contre les hommes qui étaient sur le front de guerre avec les armes lourdes, avec les armes automatiques. Ce sont les policiers, c'est le maintien de l'ordre. Les Kadyrovtsi, donc les troupes de Kadyrov sont inclus dans la garde de Russie, dans la Rosgvardia. Ce sont les CRS. Ça veut dire qu'ils peuvent parfaitement battre les petits étudiants qui s'opposent dans les rues, les vieilles personnes, etc., etc. Mais contre les
combattants toujours là, aguerris hein. de Wagner, à mon avis, ils ne veulent absolument rien. Donc, sait-on combien d'hommes, j'allais dire, de combattants aguerris et expérimentés dispose Poutine à Moscou encore? On a une idée de cette réserve? Les forces de sécurité sont extrêmement importantes. Elles se comptent par dizaines de milliers d'hommes avec des catégories différentes entre la police, Rosguardia, le FSB. Le FSO aussi. Je peux vous donner des chiffres. En fait, le ministère de la Défense, c'est 1 million 200 000 personnes. 1 million 200 000. 1 million 200 000 personnes de militaires, parce que c'est 2 millions de personnes qui travaillent au ministère de la Défense. Sur ce 1 million 200 000, il y a 400 000 qui sont en Ukraine actuellement. Donc il reste quand même 800 000 qui sont quelque part. En fait, on a du mal à les voir, mais ils sont quelque part là. Là, c'est la première chose. Le FSB, c'est 300 000 personnes, avec les gardes frontières. En plus, la Rosguardia, c'est encore 300 000 personnes en plus. Le ministère de l'Intérieur, c'est... C'est vrai que la Russie, c'est la plus grande armée du monde, je crois, hein, avec le nombre de circonscrits. Je crois que c'est la Russie ou la Chine, je sais plus. Il y a tellement de... Waouh, il y a tellement d'hommes, c'est une dinguerie. J'ai du mal à me souvenir de chiffre exact. C'est l'Amérique, vous êtes sûr? Attends, plus grande armée du monde. Envie de dire 1 million. Et donc, en fait, Poutine a des gens qui sont en armes, sauf qu'ils sont répartis, bien évidemment, sur un territoire qui est de 17,5 millions de kilomètres carrés, avec les 11... Ah, c'est les États-Unis. Les États-Unis, ils ont 1 million de soldats actifs, 1 400 000 soldats actifs, dont 440 000 réservistes. La Russie, ils ont 850 000 soldats, dont 250 000 réservistes. Putain, ok. Ah ouais. Fuseau horaire, et donc il ne peut pas les faire venir en 24 heures sur Moscou pour défendre. Mais ce qui interpelle également, c'est comment On est dans le top 9, les mecs. On est 9e derrière le Japon. C'est une dinguerie, wesh. On est derrière le Japon et on ne dispose même pas de l'arme nucléaire. La France est la 9e puissance militaire du monde, 200 000 soldats, dont 35 000 réservistes. Et notre budget est de 40 milliards de dollars. 40 milliards! On est derrière le Pakistan, derrière la Corée du Sud, derrière le Royaume-Uni, derrière l'Inde. Ah ouais, ça pique un peu, hein. Ça pique, hein. C'est douloureux quand même. Ce convoi a pu quitter l'Ukraine, arriver à Rostov, prendre la M4 en direction de Moscou, pour l'instant, avec ce qui semble, sur le papier, être beaucoup de facilité. Alors, pour bien visualiser les choses, et là je pivote, effet technique, Patrick Sauce est avec nous. On va regarder il va nous raconter ce convoi, cette fameuse M4. Et cette carte, ça permet déjà de poser la folie de cette journée. Vous n'osiez pas tout à l'heure faire l'analogie avec la France, moi je vais la faire. Il faut quand même s'imaginer que si on était en France, on aurait une horde sauvage de 150 à 400, parce que c'est ça la fourchette haute, blindée, des types déterminés, comme le disaient Sergei Girnov et Ulysse Gosset, qui foncent sur la 10 à fond, qui prennent la pause de temps en temps à Poitiers, à Angoulême, à Tours, et qui foncent vers Paris. Et pendant ce temps-là, vous avez les autorités parisiennes qui décident de barricader et de faire des trous du côté de la porte d'Orléans. C'est ça ce qui se passe en Russie aujourd'hui. Donc déjà, il y a la folie de cette histoire. Ensuite, on a quelques questions sur le point de départ. Est-ce qu'ils sont arrivés il y a quelques jours à Rostov-sur-le-Don ? Où est-ce qu'ils y étaient déjà? Ce qui est sûr, c'est que hier soir, cette nuit, ce matin, il y a 2 endroits stratégiques qui ont été pris par les troupes de Wagner. La base aérienne nord de Rostov, ça a servi notamment à Yevgeny Prigojine de venir, parce que lui, semble-t-il, était plutôt du côté de Saint-Pétersbourg. Et puis, le quartier général du district militaire sud. Oui, c'est le sud de la Russie, c'est aussi le sud de l'Ukraine, parce que c'est là, bien à l'abri, que les grands généraux pouvaient avoir un œil sur la flotte de la mer Noire, donc la marine qui tire et qui a continué à tirer des missiles sur le sol ukrainien, sur la Crimée, sur la mer d'Azov, sur l'oblast de Kherson également, parce que si Kherson, la ville, a été reprise il y a bien longtemps par les Ukrainiens, l'oblast de Kherson, qui est à moitié noyé par les barrages, mais qui est aussi empli de lignes de défense russes, tout ça s'était tenu jusque-là et désormais, eh bien, c'est tenu par Wagner. Pour dire les choses clairement, Patrick, ça veut dire que Prigojine a ce soir la main sur la direction opérationnelle de l'armée russe en Ukraine. Ils sont là, ils tiennent ça. On sait que... Ouais, à ce qui paraît, Prigojine, il est en train de faire demi-tour. J'ai vu les mecs, on m'a partagé le tweet, vous inquiétez pas. J'ai vu.
À ce qui paraît, il s'est dégonflé, il veut négocier maintenant. J'ai vu. Il y a des sites beaucoup plus On est au sécurisés, taquet. on ne va pas jouer un peu avec le feu, mais il faut quand même rappeler qu'à Rostov-sur-le-Don, mais aussi à Voronezh, vous avez des sites qui renferment des bombes nucléaires russes. Alors, elles sont bombes nucléaires. sacrément bien gardées. Est-ce que on a juste regardé, tourné la tête à droite en disant bon, c'est là, mais de toute façon, on monte. Mais ce qui est incroyable, c'est que pour avoir un vocabulaire un peu militaire, on a une élongation de plus de 1000 km. Et ça ne pose pas problème. Ouais, j'ai vu On a Kenobi, j'ai beaucoup vu. parlé de la prise de parole de Vladimir Poutine ce matin, mais vous n'avez rien. On a l'impression que c'est tenu comme une opération très intérieure. Mais ça a un flop. Je pense qu'ils vont actualiser parce que là on est sur 18h20, il est 19h36. Donc je pense qu'ils vont actualiser ça.